Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Bonjour et merci beaucoup à Bruno Vermogoshi qui va animer aujourd'hui cette masterclass. Bonjour Bruno. Bonjour Julie. Alors, ça fait plusieurs années qu'en général, en février, on organise une semaine du cinéma italien. On n'a pas pu l'organiser cette année, mais on voulait quand même vous proposer un moment autour du cinéma italien avec ce mercredi de l'image. Voilà, les mercredis de l'image, ça fait plusieurs années aussi qu'on les organise, donc avec la médiathèque de Noailles qui est connectée aujourd'hui avec nous et que je salue. Bonjour à tous, je vois beaucoup de têtes connues. Ça fait très très plaisir de vous retrouver, même à distance. Je sens quand même un petit peu l'ambiance que nous avons traditionnellement à la médiathèque. Alors finalement, la visioconférence, c'est quand même mieux que rien et ça permet encore une fois de garder des contacts. Je trouve que l'initiative de Cannes Cinéma et de la médiathèque est une excellente initiative parce que le but de ces conférences, c'est de garder le lien avec le cinéma et de faire en sorte que tout le monde ait toujours envie d'y retourner. Alors j'espère que ça sera bientôt le cas. Et aujourd'hui, je vais donc vous parler de Marco Bellocchio, qui est un cinéaste italien. Pourquoi Marco Bellocchio? Tout simplement parce que à l'origine, vous savez que, comme vous l'a dit Julie, nous devions avoir la semaine du cinéma italien au mois de février. Et Le Traître, le dernier film de Marco Bellocchio, qui a eu un énorme retentissement, était programmé pour plusieurs séances. Donc, je devais vous faire une analyse et une présentation du film de Marco Bellocchio, Le Traître, et éventuellement vous parler un peu de Marco Bellocchio. Il est évident que les circonstances ont complètement changé la donne, et je vais vous parler de Marco Bellocchio d'une manière plus générale, de façon à vous donner le goût de découvrir ce cinéaste que j'ai découvert moi-même d'ailleurs pour préparer cette intervention, et dont je me suis rendu compte qu'il n'avait pas la place qu'il méritait, parce que c'est un très grand cinéaste qui n'est pas, à mon avis, reconnu suffisamment à sa valeur, même si certains de ses films ont beaucoup marqué l'histoire du cinéma. D'ailleurs, il est regrettable que certains de ces films ne soient pas disponibles en France. Ils sont difficiles d'accès en DVD. Certains d'entre eux n'ont pas d'ailleurs été projetés en France. Mais malgré tout, il y a beaucoup de choses à dire sur lui. Alors, je vais demander à Joël de nous montrer la première diapositive. Et le titre de la conférence, vous l'avez peut-être vu sur le site de Cannes Cinéma, c'est un anarchiste non violent, un révolutionnaire conservateur. Alors c'est un titre qui est un peu provocateur et qui repose presque sur des contradictions, mais je ne fais là que citer Marco Bellocchio lui-même. Alors la photo que vous avez de lui, elle a été prise, je l'ai prise au Festival Lumière en mai 2019, donc à Lyon, et vous voyez que Marco Bellocchio, à côté de Brian de Palma, vient d'inaugurer la plaque qui lui est réservée sur le mur extérieur de l'usine Lumière, qui est devenue maintenant le musée du cinéma. Vous savez que tous les ans à Lyon, il y a le Festival Lumière au mois d'octobre, et pour ceux d'entre vous qui peuvent s'y rendre, je vous invite vraiment à y aller parce qu'on y trouve des choses absolument extraordinaires. Et cette photo me semble intéressante parce qu'elle illustre parfaitement ce qu'est Marco Bellocchio en tant qu'être humain. C'est un homme extrêmement souriant, extrêmement fin, très cultivé, qui parle un français parfait et qui est d'une grande urbanité, d'une grande politesse, alors que ses films sont sur le fond violemment contestataires. Et c'est lui-même qui se revendique comme anarchiste non violent et comme révolutionnaire conservateur. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je vais demander à Joël de nous afficher la deuxième diapositive, merci. C'est que Marco Bellocchio dit qu'en fait, il refuse toute forme de violence, que ce soit la violence de l'État ou que ce soit la violence des terroristes. Il refuse la violence d'où qu'elle vienne. Et à ce moment-là, on va comprendre mieux combien son cinéma est complexe parce qu'il mêle finalement sur le fond une très grande violence, et parfois même dans la forme, mais aussi une très grande sensibilité, une très grande subtilité. C'est-à-dire que son cinéma n'est peut-être pas aussi volontairement provocateur, aussi brutalement provocateur que celui d'un Elio Petri ou que celui d'un Pasolini, par exemple. Et pourtant, si on regarde bien Marco Bellocchio, il est apparu je dirais, dans le monde du cinéma en 1965 avec un premier film qui s'appelle Les poings dans les poches. Joël, je ne sais pas si tu m'entends, est-ce que ce serait possible d'avoir la deuxième diapositive?
Je ne sais pas si c'est faisable. Merci. Voilà. Et donc, en 1965, Les Poings dans les poches, c'est un film qui finalement sort sur les écrans en même temps que Pierrot le Fou de Godard. Et en d'autres termes, cela signifie tout simplement qu'on peut dire que Marco Bellocchio fait partie d'une sorte de nouvelle vague qui serait une nouvelle vague transalpine. Alors, ce film, qui est un film fondateur et qui garde toute sa force encore maintenant, est un film qui pointe du doigt le naufrage du monde bourgeois. C'est un film qui montre que les institutions, en particulier l'institution familiale, est particulièrement violente et étouffante. Et c'est un film qui commence déjà à explorer les soubassements psychologiques de la société italienne. Et donc, dans tous les films de Bellocchio, il y aura en parallèle, on y reviendra tout à l'heure, l'histoire personnelle d'individus dans leur microcosme et dans leur destin, et l'histoire avec un grand H de l'Italie, les deux se faisant souvent écho. En d'autres termes, quand Marco Bellocchio dit « je suis un révolutionnaire mais modéré », il est modéré dans la forme et dans son refus de la violence, mais il est révolutionnaire dans le fait qu'il va jusqu'au fond de l'âme humaine et jusqu'au fond des contradictions de la société italienne. Et en ce sens-là, je crois qu'on peut dire qu'il correspond totalement à ce qu'André Gide appelait un inquiéteur. Alors, si vous voulez bien voir, on peut dire que, comme certains commentateurs l'ont fait, que Marco Bellocchio fait toujours preuve de ce qu'on peut appeler une sérénité rageuse. Je crois que ça le définit très bien, et même dans Le Traître, vous allez retrouver cette sérénité rageuse. Alors, ce qu'il faut voir, j'insiste, je cite encore Bellocchio, et je vous l'ai dit, mais je le répète, c'est qu'il n'aime pas la violence. Je le cite, ni avec l'État, ni avec les terroristes. Et cela va infuser toute sa réflexion. Alors, la première étape de l'exposé que je veux faire avec vous maintenant, c'est une étape sur la famille. Et donc, je vais demander à Joël de nous mettre la page numéro 3. Donc, le film Les Poings dans les poches, 1965, je vous en ai parlé. C'est le film qui lance un acteur qui va faire carrière, qui est d'origine suédoise, qui est Lou Castel. Il a été découvert par Marco Bellocchio. On va le retrouver dans de nombreux films, en particulier dans un western italien qui a fait date. Je vous avais parlé de ce film l'année dernière. Il s'agit de El Chuncho avec Gian Maria Volonté. Et dans Les Poings dans les poches, le personnage de Lou Castel interprète un jeune homme qui est épileptique et qui veut à toute force attirer sur lui l'attention et l'affection de sa sœur et de son frère aîné qui est le soutien de famille. Et comme il veut attirer cette attention-là, qu'il veut arriver en quelque sorte à l'existence, il va se lancer dans des projets complètement fous, qui sont des projets meurtriers visant d'une part sa mère, qui représente l'institution étouffante du matriarcat, et son frère, qui est simple d'esprit. Mais j'en dirai pas plus, parce que je ne veux pas affaiblir la force du sujet. Ce qui est sûr, si vous voulez, c'est que ce film-là a été tourné dans la maison familiale de Marco Bellocchio, donc au nord de l'Italie, en Lombardie. Et ce film a énormément secoué, tant par la forme qui est volontairement exacerbée que par la violence des passions et des situations. J'y reviendrai tout à l'heure. Et donc, la question que je pose ici, c'est, pour citer évidemment Gide, famille, je vous hais. Mais j'ai mis un point d'interrogation parce que effectivement, Marco Bellocchio s'en prend violemment à l'institution familiale et à son hypocrisie, à l'aspect étouffant qu'elle peut marquer, mais en même temps, ce qu'il fait, c'est qu'il insiste quand même sur l'importance de cette structure familiale et lui-même travaille en famille. Donc, les choses ne sont pas aussi simples. Alors, ce qu'il faut voir de toutes les façons, si vous voulez, c'est que Marco Bellocchio est encore une fois un cinéaste totalement à part, parce que, comme les grands cinéastes de cette époque-là, il est solitaire, comme le sont Fellini, comme le fait Pasolini, etc., parce qu'il n'est pas néo-réaliste et il n'est pas non plus dans la comédie, même s'il y a des parts d'humour noir et de grotesque dans son cinéma. Il est à part, comme tout grand réalisateur, et il refuse à toute force d'ailleurs d'être réaliste, même si le cinéma qu'il filme semble ancré dans les réalités contemporaines, il y a toujours chez lui une part de spectacle qu'il revendique comme tel. J'y reviendrai aussi tout à l'heure. Voilà. Alors, la rage
Marco Bellocchio, ça n'est pas la rage politique de Pasolini, ça n'est pas le grotesque de Fellini, et c'est plutôt une rage qui serait d'ordre élégiaque, d'ordre lyrique et d'ordre, je dirais, presque esthétique, parce qu'il soigne énormément son esthétique, en particulier en faisant souvent référence à l'expressionnisme. J'y reviendrai aussi tout à l'heure. Simplement, comme c'est un cinéaste très riche et très complexe, ne vous étonnez pas si je suis amené à me répéter, c'est volontairement, parce que sinon vous risquez d'être noyé par les informations. Ouais. Alors donc, la famille, comme je vous le disais, c'est quelque chose qui hante Bellocchio, et il réagit contre la famille bourgeoise et catholique, dont il est lui-même issu. Sa famille est catholique, mais plus par peur du communisme que par adhésion réelle à la religion catholique. Et finalement, Bellocchio en vient à comparer la famille et la mafia. Parce que finalement, qu'est-ce que la mafia? Ça n'est rien d'autre qu'une famille, puisque la mafia, comme la famille, a pour but, et je cite Bellocchio lui-même, de, comment dire, raccomandare et protegere. Et c'est ce qu'il disait en 2019 à une leçon de cinéma qu'il a donnée au Festival Lumière à Lyon. Et il insiste en disant, la famille regarde toutes les cellules. La famille est la cellule première. La mafia protège et tue, mais nous sommes tous des mafieux, finalement. Nous aidons et protégeons nos enfants. Donc vous voyez qu'il n'y a pas seulement une détestation de la structure familiale bourgeoise, il y a aussi une reconnaissance de la nécessité de cette cellule. Et vous comprenez que le cinéma de Bellocchio ne sera jamais un cinéma donneur de leçons, il sera un cinéma du constat, de l'inquiétude au sens premier du terme, c'est-à-dire du dérangement, mais ça ne sera pas un cinéma qui va vous donner une réponse toute faite à vos questions. Alors, pourquoi est-il aussi à la fois lucide et nuancé, Bellocchio? J'ai demandé à Joël de mettre l'image numéro 3. C'est parce que Bellocchio va intimement procéder à une analyse de la rage et de la folie par le biais de la psychanalyse, à la fois parce qu'il a un goût propre pour cela, mais aussi, j'y reviendrai tout à l'heure encore, parce qu'il a vécu un drame familial qui l'a touché de près. Alors, ce qu'il faut voir, si vous voulez, c'est que pour Bellocchio, il dit, je le cite, c'est en bas de la diapositive, la folie, c'est la vie. Et il dit que lui-même, il maîtrise sa folie, mais que beaucoup n'ont pas cette capacité de maîtriser la folie. Et donc, ces films vont mettre en avant différents types de folie, qu'elles soient rageuses ou qu'elles soient au contraire liées à une sorte de dépression et de laisser aller. Mais dans un cas comme dans l'autre, il va montrer que l'individu est fait d'énormément de fantasmes et d'angoisses et de tiraillements intérieurs. Donc, il ne veut pas du tout être réaliste. Il dit lui-même qu'il prend des libertés avec la réalité quand il en a envie et que par voie de conséquence, il n'hésite pas à aller très très loin dans la provocation si c'est nécessaire. Par exemple, dans Les poings dans les poches, Lou Castel, que vous avez ici à l'écran, fait un saut au-dessus du cercueil ouvert de sa mère. Vous comprenez que ce faisant, il saute par-dessus l'institution du matriarcat, et c'était une image tellement étonnante et choquante que Bellocchio dit que même Louise Buñuel, qui n'était pas une provocation près, n'a pas adhéré à cette image-là. C'est vous dire combien le cinéma de Bellocchio peut être dérangeant par certains moments. En fait, ce qu'il dit lui-même, c'est qu'il y a souvent des images qui lui viennent pendant ses tournages, et ces images, il les met carrément sur la pellicule parce que finalement, il laisse son inconscient, ça c'est moi qui le dis, ce n'est pas lui, mais je pense que c'est le cas, il laisse son inconscient opérer quand c'est nécessaire. Voilà. Alors, dans les points, dans les poches, ce qu'il faut voir finalement, c'est qu'on est aussi dans une structure de film qui rejoint la structure de la tragédie antique. Si vous regardez par exemple Édith Roi, c'est bel et bien une tragédie familiale à laquelle vous assistez. Et dans Les poings dans les poches, nous avons une tragédie familiale qui, une fois que la machine infernale est lancée, ne peut pas s'arrêter et va jusqu'au bout. Alors, Bellocchio, d'ailleurs, revendique
cette notion de tragédie, et il dit ceci, je le cite: qui n'a pas imaginé au moins une fois dans sa vie de supprimer sa mère, ou tout au moins, imaginairement, de supprimer chez elle toutes les disharmonies qui choquent son propre goût. Donc, vous voyez que ce cinéma, qui va jusqu'au bout de la provocation, est volontairement antinaturaliste et il est volontairement aussi symbolique. Même si, à côté de cela, par certains moments, on peut croire assister à des éléments de la vie quotidienne. Ce qui n'est pas le cas, parce que nous reviendrons aussi sur un autre point tout à l'heure, qui est le rôle du décor et des murs dans les films de Bellocchio. Ces décors et ces murs, même s'ils donnent l'impression du réel, ont une fonction éminemment symbolique. Voilà. Alors, je vais demander maintenant à Joël de passer à l'image numéro 5. Et à côté de la structure familiale, du refus du matriarcat, il y a un autre élément que Bellocchio approfondit, je vous l'ai déjà dit, c'est la psychanalyse. Euh, Comme on l'a vu tout à l'heure, pour lui, la folie, c'est la vie, mais il faut savoir aussi que la folie a traversé la vie de Bellocchio de manière tragique, parce qu'en 1967, donc peu de temps après les poings dans les poches, juste avant les événements de mai 68, le frère de Bellocchio s'est suicidé. Et cela a profondément ébranlé le réalisateur, qui, bien entendu, ne va avoir de cesse que d'approfondir ces questions liées au suicide, ces questions liées à la mort et ces questions liées à l'introspection. Il va d'ailleurs très souvent avoir recours à un psychiatre qui s'appelle Massimo Fagioli, qui va l'accompagner pendant de nombreuses années. Je vous en parlerai dans quelques instants. Alors, en fait, ce que veut faire Bellocchio, c'est qu'il veut s'interroger sur les problèmes mentaux, puisque son frère lui-même était atteint de ces syndromes, et c'est qu'il veut voir en quoi la structure familiale peut, je dirais, conduire ou aggraver les syndromes que nous pouvons tous éprouver à un moment ou à un autre. Alors, le guide et le mentor de Bellocchio, c'est le psychiatre Massimo Fagioli, comme je vous l'ai dit, qui est un neuropsychiatre et qui est anti-freudien, c'est-à-dire que ce qu'il veut mettre en avant, lui, c'est l'analyse collective et non pas l'analyse personnelle. Et il va être le conseiller même de Bellocchio sur de nombreux films, depuis Le Diable au corps, qui date de 1986, jusqu'en 1994, un film qui s'appelle Rêve de papillon, mais dont je ne vous parlerai pas malheureusement parce que je n'ai pas réussi à me procurer le DVD, hélas. Voilà. Alors, ce qu'il est bon de savoir, c'est que même si Massimo Fagioli a accompagné Bellocchio pendant, je dirais, presque une dizaine d'années, le thème de la psychanalyse innerve le cinéma de Bellocchio. Vous avez d'abord sous les yeux un film qui s'appelle La nourrice, qui date de 1999 et qui est un film très curieux et qui se déroule au début du XXe siècle, en Italie, bien entendu, dans la famille d'un médecin qui travaille dans un hôpital psychiatrique. Et ce médecin a la joie de voir son épouse donner naissance à un garçon. Et, la femme donc du psychiatre est incarnée par Valeria Bruni Tedeschi. Mais la jeune femme ne supporte pas la naissance de l'enfant. Elle a ce qu'on appellerait de nos jours le baby blues et elle ne parvient pas à le nourrir et il faut donc faire appel à une nourrice qui est incarnée par une jeune femme qui s'appelle Maya Sansa, qu'on va retrouver dans plusieurs autres films de Marco Bellocchio. Et vous voyez que ici se déroulent deux éléments. D'une part, l'élément familial avec l'homme qui est partagé entre sa femme et la nourrice. Et si vous voyez l'éclairage de l'affiche à droite, vous avez la vie du côté de la nourrice et une sorte de mort avec le visage de Maria Bruni Tedeschi, de Valeria Bruni Tedeschi, pardon, qui est d'ailleurs filmé à certains moments du film comme s'il était victime d'un vampire, comme si on était dans Nosferatu de Murnau. Je vous ai dit que Bellocchio aimait souvent l'éclairage expressionniste et dans La nourrice, on retrouve ce type d'éclairage. Et si vous regardez l'affiche de gauche,
vous avez bien entendu l'image de la nourrice qui s'apprête à donner le sein, mais devant, vous avez les révolutionnaires qui veulent changer complètement l'Italie. Et parmi ces révolutionnaires, il y a une patiente du docteur et il y a l'assistant même du docteur. Donc vous comprenez que le docteur est tiraillé entre les préoccupations politiques, mais surtout ses préoccupations familiales et ses préoccupations de médecin. Et vous avez une analyse du problème que représente le traumatisme de la maternité. Et cela m'amène à vous parler maintenant d'un deuxième film qui repose sur le problème de la psychanalyse. C'est un film que vous avez peut-être vu, c'est Le Saut dans le vide, avec Michel Piccoli et Anouk Aimée, qui ont obtenu d'ailleurs en 1980 au Festival de Cannes le double prix d'interprétation pour leur prestation. Et quel est le thème? Eh bien, c'est tout simplement le fait que nous avons dans ce film une sorte de relation incestueuse qui ne se dit pas entre un frère et une sœur, qui sont enfermés dans un appartement romain bourgeois, exactement comme le médecin incarné par Fabrizio Bentivoglio et Valeria Budinski sont enfermés dans leur appartement romain. Et cette tentation incestueuse, évidemment, débouche sur la tentation du suicide. Vous voyez comme certains thèmes à la fois personnels et sociétaux et intellectuels, dirais-je, voire médicaux, se retrouvent dans les films de Marco Bellocchio. Il y a à la fois une grande diversité dans son cinéma et une grande continuité dans ses préoccupations, ce qui, pour moi, fait de lui, je vous en ai déjà parlé dans d'autres interventions, ce qui fait de lui ce que j'appelle, moi, un véritable auteur. Voilà. Alors, toujours d'ailleurs dans ce thème du retour sur certains éléments, il y a un film plus difficile d'accès, je parle non pas du point de vue du visionnage, mais du point de vue de l'accès qu'on peut avoir à la copie, c'est Les yeux, la bouche de 1982, dans lequel Lou Castel revient en quelque sorte pour faire un repentir, c'est-à-dire en termes de peinture, une relecture du personnage qu'il incarnait dans Les poings dans les poches, c'est-à-dire que là, il revient après le suicide de son frère jumeau pour consoler sa mère et il en profite pour séduire la fiancée de son frère mort et pour se faire passer pour le frère mort auprès de la mère qui est incarnée, elle, par Emmanuel Riva. Vous voyez comme les relations familiales peuvent devenir assez glauques et comme les échanges de personnalités peuvent aussi intervenir quand on est dans le cadre d'une maladie psychiatrique. Voilà. Donc, ceci nous amène à un autre aspect complémentaire de Marco Bellocchio, c'est la page 6 du diaporama que je vais demander à Joël d'afficher maintenant. Eh bien, c'est un thème qui est encore lié à celui de la folie, qui est fou à délier, film qui est bien antérieur à ceux dont je vous ai parlé jusqu'à présent, puisqu'il date de 1974, mais ce film est un documentaire fait en collaboration avec d'autres réalisateurs, fou à délier. Et alors, ce qui est assez étonnant, c'est que dans ce film de 1974, qui finalement, je dirais, est un peu occulté par le film de Frédéric Wiseman, vous savez, Kiki Cut Police, qui se déroule dans un institut psychiatrique où certains documentaires de Raymond Depardon, eh bien, Bellocchio lui-même a abordé ce problème-là et il a voulu je dirais, examiner l'asile psychiatrique de Parme avec une approche anti-asilaire, c'est-à-dire qu'il pense qu'un des réformateurs de la psychiatrie italienne, qui est Franco Basaglia voulait justement que l'on se débarrassât de l'asile qui, pour lui, ne faisait que renforcer l'aliénation mentale. Et de ce fait, ce qui est intéressant, c'est que Bellocchio, dans ses films, aussi bien La nourrice que dans Le saut dans le vide, mais aussi dans d'autres de ses films qui n'abordent pas directement le thème de la folie, lie directement les lieux où se déroule l'action avec le problème de l'enfermement psychiatrique. En d'autres termes, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que la structure de l'hôpital psychiatrique va amener Bellocchio à fonder son esthétique sur la structure de l'inconscient humain
qui lui-même va former en quelque sorte la structure géométrique et de son cadre et des décors dans lesquels les personnages vont évoluer. Et donc, vous comprenez que Bellocchio n'est pas seulement, je dirais, quelqu'un qui fait de l'auto, je dirais, analyse, qui ne fait pas seulement de l'introspection, ce n'est pas seulement quelqu'un qui s'en prend aux institutions familiales et politiques, c'est aussi quelqu'un qui est très attaché à la structure, à la fois théâtrale, opératique et picturale de ses œuvres. J'y reviendrai encore tout à l'heure. Voilà. Donc, à côté de la famille et de la politique, il y a une institution à laquelle Bellocchio s'en prend violemment, c'est la religion. Alors, je vais demander à Joël de nous mettre la page numéro 7. Merci, Joël. Alors, la religion, c'est un problème assez complexe pour Bellocchio. Bellocchio, de toutes les façons, est athée et il s'en prend bien plus d'ailleurs à l'institution que représente l'Église, puisque c'est une forme de patriarcat à sa façon, plus qu'à la foi en elle-même. Mais il dit lui-même que, alors qu'il vieillit, il ne veut pas se retourner vers Dieu, parce que pour lui, dans la mesure où les terroristes se réclament de Dieu, la religion est pour lui aussi une forme de terrorisme. Et il reste dans son, comment dire, dans son refus donc de Dieu le Père. Il n'aime pas la figure du Père. Et pourtant, petite anecdote qu'il raconte lui-même, dans Vincere, dont on parlera tout à l'heure, au début du film, Mussolini, jeune, devant une assemblée, met Dieu au défi de le foudroyer. Et comme bien entendu Dieu n'intervient pas, il en conclut que Dieu n'existe pas, au scandale bien sûr de l'assemblée. Mais la fin du film de Vincere, que je ne vous révèle pas bien sûr, laisse planer une forme de doute pour certains spectateurs, puisque, comment dire, un jésuite qui a vu le film dit que Mussolini, à la fin, a une réponse de Dieu et que Dieu est bel et bien là. Alors pour Bellocchio, c'est évidemment un contresens. Il n'est pas question pour lui de penser que Dieu le Père est avec nous. Bon. D'autre part, il s'en prend très brutalement à la religion Au nom du Père. Vous savez qu'en ce moment, on parle beaucoup de maltraitance, même sexuelle, au sein de l'Église catholique. Au nom du Père, Marco Bellocchio s'en prend à la tyrannie et à la maltraitance opérée par des maîtres d'une institution privée sur leurs élèves. Ils font preuve de véritablement sadisme, mais en même temps, si vous voulez, Marco Bellocchio ne va pas jusqu'à dire qu'il y a le mal d'un côté et le bien de l'autre. Le mal étant en quelque sorte du côté de la religion et le bien étant du côté de la liberté. C'est beaucoup plus ambigu que cela pour lui, parce qu'il dit que la notion de mal et de bien est une notion typiquement chrétienne, selon lui, et que la réalité est beaucoup plus complexe. Et je le cite, mais qui sait ce qu'est le bien et le mal? C'est ce qu'il déclarait en 2019 au Festival Lumière de Lyon. Donc, il utilise cette opposition du mal et du bien, mais en aucun cas, si vous voulez, il ne fait preuve lui-même de manichéisme. Bien, ce qui n'empêche pas, au nom du Père, d'être un pamphlet absolument dévastateur contre l'Église catholique et contre la folie qu'elle tente de communiquer aux enfants. Donc, finalement, l'héritage culturel lié à la famille et la contamination liée à la politique, liée à la société et liée à la religion, ce sont des obsessions véritablement pour Bellocchio. Le film Au nom du Père date de 1972. Vous voyez que la rage de Bellocchio, je dirais, est dans sa jeunesse, mais elle est toujours présente de nos jours, même si la forme de son cinéma parfois peut sembler moins brutale, ce qui n'est pas véritablement le cas sur le fond. Alors, finalement, Bellocchio lui-même prétend montrer des choses, dénoncer des choses, mais en même temps, c'est presque paradoxal, il ne veut pas juger, il ne veut pas avoir d'attitude de moraliste, simplement la violence dont il fait preuve dans ses films, il la justifie par le fait que, je le cite, il est
beaucoup dedans la matière. C'est l'expression exacte qu'il utilise et je trouve que c'est très joli. Il est beaucoup dedans la matière, ça me semble plus fort que dans la matière qu'il travaille. Il dit il faut être dans l'histoire qu'on veut raconter. Donc, en fait, ce qu'il dénonce, plus que le père, plus que la mère, plus que la foi, ce qu'il dénonce, c'est le matriarcat, c'est le patriarcat. Le patriarcat est représenté par la religion, on l'a vu, mais aussi par la politique. Voilà. Donc, à la limite, la figure du père, dans ce qu'elle peut avoir de, je dirais, de nuancé, de contradictoire, il ne la dénonce pas totalement. C'est comment dire, le surmoi, si l'on peut dire, que représente le patriarcat. Bon, j'utilise le mot surmoi pour être clair, mais je ne suis pas sûr que Bellocchio l'accepterait comme tel, puisque vous avez vu qu'il n'est pas véritablement freudien. Voilà. Donc, cette rage contre la religion, contre l'institution familiale, se double au début chez Bellocchio par un engagement politique très à gauche. Je vais demander à Joël de nous montrer la page 8 maintenant. Voilà. Cet engagement très à gauche, on le voit dans deux films. Il y a évidemment dans Amore Rabia. C'est un film qui est constitué de 5 sketchs réalisés, regardez bien, avec Carlo Lizzani, Bernardo Bertolucci, Pierpaolo Pasolini et Jean-Luc Godard. Donc, vous voyez que Bellocchio a quand même sa place à côté des plus grands. Et le film de Bellocchio est, je dirais, un film presque potache, complètement grotesque. Bellocchio lui-même, il porte une fausse barbe, un sourire en coin, et il tient le rôle du professeur. Donc vous voyez l'aspect satirique de ce sketch, mais c'est l'époque où Bellocchio s'engage intensément dans les rangs maoïstes, c'est-à-dire à la gauche de la gauche. Et on retrouvera cet engagement d'ailleurs dans un autre film de 67 qui s'appelle La Cina è vicina, la Chine est proche. Voilà. Mais très rapidement, si vous voulez, la, comment dire, la désillusion qui vient après mai 68, qui est liée à la montée, je dirais, des années de plomb et la violence des brigades rouges, très rapidement, Bellocchio va prendre ses distances par rapport à son engagement politique. Et ce sont des années amères qui vont s'en suivre chez lui et une sorte d'analyse de la société qui va être de plus en plus désillusionnée. Voilà. Alors, en particulier, je vais demander maintenant à Joël de nous montrer d'abord la page 9, puis la page 10. Alors, la page 9, vous voyez que dans la Cina e Vicina, vous avez cet engagement politique dont je vous parlais qui est encore présent. Cet engagement politique va très rapidement se déboucher sur des films plutôt qui vont mettre le doigt sur les dysfonctionnements de la société italienne, bien plus qu'ils ne vont témoigner d'un engagement toujours aussi maoïste. À droite, vous avez la fiche italienne d'un film avec Gian Maria Volonté qui date de 1972 et dont le titre français est Viol en première page. Le titre lui-même est assez accrocheur, mais il veut bien dire ce qu'il veut dire parce que effectivement, il s'agit d'un fait divers, un viol, qui est exploité par les tabloïds. Et vous comprenez que la notion de viol en première page nous montre évidemment qu'il s'agit d'un fait divers lié à des publications journalistiques, mais que le viol de la jeune femme, il est double. C'est celui qu'elle a subi physiquement et celui qu'elle subit ensuite par le biais des tabloïds. Et à ce moment-là, évidemment, il n'est pas étonnant de voir Gian Maria Volonté s'engager dans ce film comme il l'a fait dans Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon ou dans La classe ouvrière va au paradis d'Elio Petri, respectivement en 1970 et 1973. Alors, cette, comment dire, cette analyse politique de la société, on va la retrouver dans la diapositive numéro 10, merci Joël, qui est Buongiorno Notte, qui date de 2003 et qui a pour personnage, pour héroïne principale, Maya Sansa, l'actrice qui jouait le personnage de la nourrice, qui a été tourné 4 ans auparavant, en 1999. Alors, Buongiorno Notte, c'est un film très curieux, très très fort, très dérangeant, que je vous recommande. Et
comment dire, l'impression de huis clos, l'impression d'étouffement qui s'y trouve est absolument prégnante. Pourquoi? Parce que dans ce film, Chiara, qu'incarne Maya Sansa, est une jeune femme qui est une documentaliste qui a une vie très ordinaire, très simple, mais qui en réalité est une terroriste des Brigades Rouges et elle a participé à non pas l'enlèvement mais à la séquestration d'Aldo Moro. Et la séquestration d'Aldo Moro l'amène éminemment à se poser des questions, en ce sens que plus elle voit Aldo Moro, plus elle voit en face de lui l'homme vieillissant, aimant sa famille, ayant un véritable idéal. Et elle va être amenée à s'interroger de plus en plus sur le romantisme et les rituels de la révolution et de la clandestinité, tout en se rendant compte que plus on avance, plus le destin comment dire, d'Aldo Moro est scellé, parce que finalement, à part le pape, personne n'a essayé de le sauver, et même au contraire, puisque c'était bien commode de faire de lui un martyr, d'autant plus qu'il gênait en même temps certaines personnes de son propre entourage politique. Alors, nous en venons maintenant à Vincere. Je ne sais pas si Joël va pouvoir rattraper le diaporama, sinon nous pourrons nous en passer. Joël, est-ce que c'est possible d'y avoir la page 11 ou c'est pas possible? Ah, alors ça, c'est mon diaporama à moi, mais je ne suis pas sûr que vous le voyez. Ah, merci beaucoup. Voilà. Alors, Vincere, 2009, c'est un film qui a eu énormément de retentissement et je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu. Alors, Vincere, c'est de l'italien qui veut dire vaincre. Et je vous ai mis à gauche une affiche contemporaine du discours qui a été prononcé par Mussolini. En fait, vincere et vinceremo, vaincre et nous vaincrons, c'est le titre en quelque sorte de la déclaration de guerre que Mussolini a faite à la France et à la Grande-Bretagne le 10 juin 1940 depuis le balcon du Palazzo Venezia sur la Piazza Venezia à Rome. Le Duce, dans ce film, exhorte le peuple italien à entrer en guerre et il lui promet bien entendu la victoire. Alors, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons ici l'histoire et l'histoire. La grande histoire, avec un grand H, et l'histoire, la petite histoire. De quoi s'agit-il? Bien, en 2000 et en 2005, il y a deux essais qui sont parus qui ont été écrits par Marco Zeni. Et ces essais, le premier qui date de 2000, s'intitule L'ultimo figlio, le fils ultime, et le deuxième, La moglie di Mussolini, la femme de Mussolini. Ces deux essais ont été suivis par un documentaire de la Rai 3 qui a été diffusé en 2005. Et ces documents ont révélé l'existence d'une jeune femme qui s'appelle Ida Dalser, qui était tombée amoureuse de Mussolini, avec laquelle celui-ci avait, je dirais, contracté un mariage religieux en 1914. Et de leur union est né un fils qui aurait même été reconnu par Mussolini sur les registres d'état civil. Sauf que quand on a voulu prouver l'existence de cette femme et du fils de Mussolini, aucun document officiel n'en a fait état, très vraisemblablement parce que Mussolini avait ordonné leur destruction après son mariage officiel avec Rachele Guidi. Alors, ce qui est sûr, c'est que la malheureuse Ida Dalser et son malheureux fils vont être internés, l'un comme l'autre, et on va retrouver ici les préoccupations de l'image du patriarcat, de la puissance de l'homme sur la femme, de la folie amoureuse qui mène jusqu'à l'aliénation pure et simple, le destin individuel écrasé par l'égoïsme et l'ambition de l'autre, et le destin personnel écrasé par l'histoire. Alors, ce qui est intéressant dans ce film, qui est vraiment extraordinaire, c'est qu'au début, comment dire, Filippo Tini incarne Mussolini jeune, mais à partir du moment où Mussolini va devenir le Duce, plus jamais nous ne verrons à l'écran l'acteur de chair et d'os, nous n'aurons plus que des images tirées des actualités reflétant le véritable Mussolini. Alors pourquoi cela?
Ben, tout simplement parce que il s'agissait pour Bellocchio de montrer que l'image des années 30 pouvait être totalement aliénante, pouvait être un moyen de propagande, et pour nous montrer finalement que Mussolini n'est plus rien d'autre qu'une image de l'homme que peut-être il a été. Ce n'est plus qu'une caricature, en quelque sorte. Alors, la question qu'on peut poser à Bellocchio, c'est quand même, avec tous les films que vous faites, est-ce que vous n'êtes pas là pour éveiller les consciences? Est-ce que vous n'êtes pas là pour faire bouger les choses? Alors, voici la réponse qu'il a donnée en 2019 et je l'ai transcrite telle quelle parce qu'il me semble important de vous la lire. Non, c'est naïf de croire que la caméra est une arme, un fusil pour lutter contre l'injustice. Dans les années 70, le cinéma avait beau de jeu de lutter contre le pouvoir en place par la comédie. Au moment où la gauche arrive au pouvoir, le cinéma italien cherche des voies plus personnelles et moins politiques. Aujourd'hui, il faut une belle imagination pour parler de la société, mais il n'y a plus un front du cinéma pour lutter contre le pouvoir en place. Avant, tout était dans les mains du cinéma de gauche, voire du Parti communiste. Vous voyez le désenchantement de Bellocchio, c'est que finalement, à partir du moment où la gauche est arrivée au pouvoir, tous les films engagés à gauche et les cinéastes engagés à gauche n'avaient plus lieu d'être. Par là-dessus, la télévision berlusconienne a laminé le cinéma et a laminé les esprits en faisant des temps de cerveau disponibles pour la publicité. Et à partir de là, il est très difficile pour un cinéaste de prétendre éveiller les consciences, même si lui continue à tracer son chemin, mais il le fait sans grande illusion et en même temps en prenant ses distances avec une pensée monolithique. C'est un homme, encore une fois, paradoxalement de l'engagement sans illusion et de la nuance dans l'engagement, ce qui fait de lui quelqu'un de très complexe et de très riche, bien entendu. Alors, avançons un peu, si vous voulez bien. Nous allons voir la page 12 maintenant. Et vous avez ici une photo, un photogramme pardon, tiré de Vincere. Vous avez le personnage Mussolini jeune qui, à ses débuts, était engagé dans les rangs socialistes. Et à gauche de Mussolini, le personnage barbu qui a la bouche ouverte et qui joue donc un des compagnons de route de Mussolini, c'est Pier Giorgio Bellocchio, le fils de Marco Bellocchio, qui accompagne souvent Bellocchio dans ses films, à la fois en tant qu'acteur, mais aussi en tant que producteur. Vous voyez que les relations familiales sont quand même plus complexes qu'il n'y paraît. Nous y reviendrons tout à l'heure. Alors, j'ai marqué lyrisme parce que, effectivement, le cinéma de Bellocchio est un cinéma qui marque un goût prononcé pour le drame et le mélodrame. Vous avez cela dès Les Poings dans les poches. Je ne vous révèle pas la fin du film Les Poings dans les poches, mais voyez là et vous verrez que Bellocchio ne se refuse pas, s'il en a envie, l'excès. Pourquoi cela? D'abord parce qu'il a un goût très fort pour le théâtre et l'opéra. Il le dit lui-même. Et parce que finalement, l'histoire personnelle de ces personnages étant toujours liée à la grande histoire, eh bien, il donne à ces histoires personnelles une amplification qui est le propre de l'épopée. Et cette amplification est sans arrêt tiraillée entre l'épopée collective et en même temps le huis clos dans lequel on peut se trouver enfermé personnellement. Ces lieux cloisonnés et cette volonté, je dirais, de respiration, vous la trouvez dès le début dans Les Poings dans les poches, vous la trouvez dans Buongiorno Notte, mais vous la trouvez dans Vincere, vous la trouvez même dans Le Traître et dans un film récent qui s'appelle Fait de beaux rêves, y compris même dans un film comme La Belle endormie, on va en parler tout à l'heure. Donc, pourquoi cela? Parce que le lyrisme, c'est d'abord le propre du personnage féminin. Et donc, je vais demander à Joël de nous montrer l'image numéro 13. Merci, Joël. Alors, vous savez que le personnage de la femme, c'est à la fois l'amante, la mère, la maîtresse, la sœur, et tous ces personnages de femmes sont au centre de la cinématographie de Bellocchio. Et il faut reconnaître qu'il choisit toujours des actrices qui sont très belles, pas forcément selon les canons traditionnels de la beauté,
mais elles sont très belles et elles sont toujours parfaitement éclairées. Et il y a dans le filmage des femmes chez Bellocchio une volonté de mettre en avant, même si elles sont, je dirais, enfermées dans leurs contradictions, si elles sont refermées sur elles, il y a toujours une forme de sensualité qu'il essaie de faire dégager du corps de la femme. Alors, vous savez qu'il y a un de ces films qui a fait énormément scandale, qui est Le Diable au corps avec Marouchka Detmers, film dans lequel il y a une scène de sexualité non feinte et extrêmement crue, qui a scandalisé au Festival de Cannes. Mais Bellocchio dit que ça n'est pas lui qui avait demandé cette séquence-là à Marouchka Detmers et son partenaire. C'est Marouchka Detmers qui ont offert cela, entre guillemets, à Bellocchio, sans se rendre compte même de l'impact et du scandale que cela allait provoquer. Parce que, en fait, ce qui intéresse Bellocchio, même s'il filme le spectacle de la femme, même s'il aborde pour la première fois directement la sexualité dans Le Diable au corps, ce qui lui importe, c'est de montrer que finalement, les rapports entre les désirs, on peut dire sexuels qu'il y a entre un homme et une femme, font souvent écho à, je dirais, tous les rapports que les individus peuvent entretenir avec la cité, la police dont je vous parlais tout à l'heure. En d'autres termes, si on met en relation, comment dire, le diable au corps, dont, si vous vous souvenez, l'origine comment dire, romanesque, vous vous rappellerez qu'il y a quand même la notion d'interdit liée à la société qui est brisée par les amours des personnages. Eh bien, le diable au corps peut totalement être mis en rapport avec l'amour qu'éprouve Ida Balser pour Mussolini, amour que Mussolini va réprimer uniquement par ambition personnelle. Et à ce moment-là, la crudité de la séquence du diable au corps se trouve, je dirais, amoindrie par le fait qu'il s'agit pour Bellocchio non pas de faire un scandale pour un scandale, mais je dirais d'explorer la psyché dans ce qu'elle a de plus excessif. Voilà. Et puis, d'une façon générale, je vais demander à Joël de mettre la séquence suivante, si vous voulez, c'est que le scandale qu'il y a dans les cinémas de Bellocchio, dans le cinéma de Bellocchio n'est pas seulement un scandale lié à la sexualité, en fait, c'est souvent peu le cas, c'est un scandale, en fait, qui vise à aborder des problèmes sociétaux dans ce qu'il peut y avoir parfois de plus, je dirais, gênant en ce qui concerne une éthique qui semble bien établie. La Belle endormie, qui est un film absolument superbe, est un film en quelque sorte choral, puisque il raconte les destins croisés de 4 personnages, je ne vais pas vous les détailler, ça serait trop long, mais qui se posent tous des questions concernant le problème de l'euthanasie. C'est un film qui est fondé sur une histoire qui a bouleversé la société italienne en 2009. Il s'agissait de savoir si on allait débrancher ou non une jeune fille qui était en état de mort cérébrale. Et la justice avait décidé de permettre le fait que l'on débranche cette jeune fille. Et à ce moment-là, le gouvernement de Berlusconi a essayé de faire voter une loi en urgence pour faire interdire cette notion, en fait, cette euthanasie. Bon. Or, la société italienne s'est complètement déchirée à ce moment-là et le film fait référence à, je dirais, ces soubresauts en montrant plusieurs positions sans, je dirais, faire que l'une prévale sur l'autre. Simplement, il n'y a pas de mal ni de bien d'un côté ou de l'autre, il y a du mal et du bien des deux côtés. Et La Belle endormie, vous comprenez que cela fait référence aux faits divers, cela fait référence aussi à l'un des personnages du film, mais cela fait surtout référence à l'Italie qui est complètement dans la torpeur de ces années 2000 liées au berlusconisme. Donc vous comprenez que vous avez à la fois les histoires personnelles, des problèmes sociétaux et des problèmes politiques qui, une fois de plus, s'interpénètrent. Alors, cela nous amène à voir que Bellocchio, n'oubliez pas qu'on était dans le lyrisme lié à la femme, lié au scandale, c'est-à-dire l'exacerbation des sentiments,
va le retrouver, comme je vous l'ai dit, dans le thème de l'opéra, de la musique. Et je vais demander à Joël de nous montrer l'image numéro 15. Voilà. Merci Joël. Alors, d'abord au niveau de l'opéra, vous avez trois grands compositeurs qui ont travaillé avec Bellocchio. Il y en a beaucoup d'autres, hein, mais il y en a trois principaux, parce qu'il y a chez ces musiciens-là un travail considérable qui a été fait pour Bellocchio. Il y a d'abord Ennio Morricone, qui a, avec les poings dans les poches, livré une de ses partitions les plus marquantes et, par certains côtés, les plus expérimentales. Et Morricone disait lui-même, à propos de ce film, j'ai tâché de traduire avec mes compositions le grand tourment intérieur de personnages immergés dans des situations extrêmes. Et la partition elle-même va jusqu'au bout dans les percussions et dans la violence de la traduction des 10 sentiments. Bellocchio va travailler encore avec Morricone pour la Cena e Cena, et après, ça ne sera plus le cas. Quand on lui a posé la question, Bellocchio a répondu de façon assez énigmatique, Morricone est un génie, mais quand la musique est faite, elle est faite. En d'autres termes, ce que je pense, moi personnellement, c'est qu'il voulait certainement demander à Morricone de triturer certains éléments de sa musique, et il y avait des limites au-delà desquelles Morricone ne pouvait pas aller pour des raisons personnelles, éthiques. C'est pour des raisons comme cela que Morricone n'a pas pu travailler avec Stanley Kubrick, par exemple, alors qu'il aurait vraiment souhaité le faire et que Kubrick l'avait approché. Alors pourquoi j'insiste beaucoup sur Morricone? Parce que vous avez un deuxième musicien qui est Carlo Crivelli, qui a fait beaucoup de musique pour Bellocchio, en particulier celle de Vincere. Et Carlo Crivelli est né en 1953, alors que Morricone est né en 1929. Vous voyez, une génération entre Crivelli et Morricone. Sauf que Crivelli a eu pour professeur au conservatoire un des compagnons de classe de musique de Morricone, lesquels Morricone et professeur de Crivelli ont eu le même professeur à la base qu'est Goffredo Petrassi. Et Crivelli, comme Morricone, a fait partie d'un groupe musical de réflexion qui est la Nuova Consonanza, et ce sont des musiques qui sont des musiques contemporaines, expérimentales et parfois difficiles d'accès, très intellectuelles. Et donc, si j'insiste là-dessus, c'est pour montrer qu'en quelque sorte, le travail morriconien se poursuit avec Crivelli, qui est quelqu'un d'extrêmement talentueux et qui, je dirais, a une grande force dans ses compositions. Et je vous lis d'ailleurs l'analyse qui a été faite de la musique de Crivelli pour Vincere par Hubert Niogret. C'est un journaliste qui écrit dans Positif. Regardez, écoutez plutôt ce qu'il dit de la musique de Vincere. La musique est utilisée de manière exceptionnelle comme un instrument narratif qui intervient à la fois dans le récit et le rythme, avec une hauteur dans l'échelle sonore absolument inhabituelle. La musique emporte le récit et le fait rebondir, n'hésitant pas à se développer sur le devant de la scène cinématographique, tel un acteur promu au rang de premier rôle. Je répète, tel un acteur promu au rang de premier rôle, qui aurait la maîtrise de l'action. Alors vous voyez que dans certains films, Bellocchio met la musique au devant de la scène, comme à l'opéra, alors que dans d'autres films, au contraire, il en est très économe, très avare. Ce qui est le cas, par exemple, dans la Grande Endormie ou dans, je dirais, la Nourrice. Donc, Bellocchio, là encore, n'a pas une position univoque en ce qui concerne l'utilisation de la musique, et il travaille aussi avec un autre compositeur qui est Nicola Piovani, qui est aussi un très très grand compositeur. Vous le savez, c'est lui en particulier qui a fait énormément de partitions pour Nanni Moretti d'une part et pour d'autres grands réalisateurs italiens. Je pense aux deux frères, excusez-moi, leur nom m'échappe, tout d'un coup ça me reviendra tout à l'heure. Donc Nicola Piovani a écrit 8 musiques de films pour comment dire, Bellocchio, dont celle de la marche triomphale. Alors, c'est Piovani qui a écrit la musique du Prêtre, et on a demandé à Bellocchio quel était le but de la musique de Piovani. Qu'avez-vous demandé à Nicola Piovani? Réponse de Bellocchio, je voulais une musique avec un je ne sais quoi de traditionnel. La partition est un mélange de musique
très hétérogène et très libre. D'un côté, la musique sicilienne traditionnelle et de l'autre, des airs opératifs ou ceux d'autres compositeurs. Donc, vous voyez une forme de mélange assez curieux. Et même des musiques que Nicolas avait composées pour d'autres films. Il suffisait qu'elles fonctionnent. Au nom d'une théâtralité qui n'est pas omniprésente, mais qui est bien là, au nom d'une théâtralité qui n'est pas omniprésente, mais qui est bien là, je voulais, par la musique, exalter le procès en tant que spectacle. Exalter le procès en tant que spectacle. Et donc, vous voyez que dans le traître, on arrive à une forme de représentation à la limite du grotesque quand on assiste à la déposition de Thomas de Buscetta contre les parrains de la mafia. Alors, tout ceci, opéra et musique, nous amène à un autre amour de comment dire, euh, excusez-moi, de Bellocchio, c'est le théâtre. Je vais demander à Joël de passer à l'image suivante, à numéro 16. D'abord, vous noterez une adaptation de Tchekhov, La Mouette, avec Laura Betti, qui est une actrice viscontienne par excellence. Et puis, Henri IV, avec Marcello Mastroianni et Claudia Cardinal. Alors, Henri IV, c'est un très curieux film. Le sous-titre, c'est Henri IV, le roi fou. C'est, je dirais, un film qui est inspiré de Pirandello, comme d'ailleurs La nourrice l'a été, une adaptation libre. Et finalement, l'histoire est la suivante. Vous avez un noble qui tombe de cheval et qui, atteint de folie, il se prend pour Henri IV. Et donc, il crée, avec son argent, parce qu'il est immensément riche, un château dans lequel il demande à ses serviteurs et tous les gens qui sont là de s'habiller comme à l'époque de Henri IV et de vivre de la même façon. Jusqu'au moment où un ancien amour, incarné par Claudia Cardinal, viennent le voir pour essayer de le ramener à la raison. Alors vous voyez que la question qui se pose ici, c'est de savoir qui est fou véritablement. Est-ce que c'est lui qui joue un rôle avec conviction ou est-ce que ce sont tous ceux qui sont autour de lui qui sont en quelque sorte blasés et qui ne sont pas de véritables acteurs au sens fort du terme, c'est-à-dire qui ne croient pas à ce qu'ils font. Et à ce moment-là, vous voyez que les gens qui l'entourent, ce sont ceux-là que l'on dénonce, puisque ce sont eux qui jouent une sorte de partition sociale qui est devenue tellement naturelle qu'ils oublient qu'ils sont en train de la jouer. Et on retombe là, à travers une fiction qui peut sembler complètement, je dirais, déconnectée des préoccupations habituelles de Bellocchio. Au contraire, on rejoint une grande continuité, puisqu'il s'agit d'une part du problème de la folie et d'autre part du problème du jeu social. Alors, cette notion de théâtre, de jeu, se trouve doublée par un goût prononcé pour la peinture. Et on va venir à la page 17, qui ce sont des documents que je vous demande de regarder avec beaucoup d'attention, parce que là, ce sont des documents que vous avez beaucoup de chance de voir. Ce sont des photos que j'ai prises pendant le Festival de Cannes 2010 à la leçon de cinéma que Marco Bellocchio donnait, vous savez, dans la salle que certains d'entre vous connaissent quand il y a la fameuse leçon de cinéma dans le palais des festivals. Et Marco Bellocchio a accepté de montrer à Michel Simon des dessins qu'il faisait parce que, au départ, il voulait être peintre avant de devenir cinéaste. Et il reconnaît qu'il est lui-même inspiré par l'expressionnisme et qu'il est plus inspiré par la peinture du Nord, la peinture en quelque sorte, je dirais, de l'Allemagne, l'Autriche, etc., que par la peinture de ses compatriotes italiens. Et il insiste beaucoup sur la notion d'expressionnisme, sur la notion d'éclairage qu'il veut soigner, et il dit que ses sources viennent du Nord, comme je vous le disais, et ses principaux inspirateurs, c'est Georges Grosz et Egon Schiele. Vous voyez? Donc, une sorte de violence dans le trait, d'expressionnisme au sens pictural du terme, qu'on va trouver évidemment dans les décors et dans l'éclairage de ces films. J'évoquais tout à l'heure La nourrice, avec en particulier le lieu clos et le visage blafard de Valéria Bruni-Tedeschi. Vous voyez cela encore plus fortement dans Le Prince de Hambourg, de 1997, qui est adapté lui-même d'une pièce de Heinrich von Kleist.
Alors, dans ce film, dans lequel il est question d'honneur et de grâce que l'on peut obtenir si l'on a enfreint les ordres, mais qu'on l'on a fait par amour de son suzerain, bien, ce film-là repose sur beaucoup de clairs-obscurs et sur beaucoup de lignes obliques qui font nettement référence, directement référence au cabinet du docteur Caligari en particulier. Donc, tout ceci nous amène à revenir au film dont j'aurais voulu vous parler plus encore, qui est Le Traître, et je vais demander à Joël la page 18. Voilà. Alors, Marco Bellocchio, je vous l'ai dit, s'inspire souvent de la peinture, dessine pendant, je dirais, le tournage pour occuper son temps, mais aussi pour avoir des idées de plans, et recourt souvent à des idées de mise en scène théâtrale. Et c'est exactement le cas dans Le Traître, qui date de 2019 et qui est son dernier film à ce jour. Vous savez que ce film est absolument magnifique. Il aurait certainement obtenu la Palme d'Or une autre année où la compétition n'aurait pas été aussi serrée, puisque, je ne sais pas si vous vous souvenez, 2019 a été ce qu'on peut appeler un cru exceptionnel pour le Festival de Cannes, et ça n'est pas du tout scandaleux que le film de Bong Joon-ho ait emporté la Palme d'Or, mais on aurait pu hésiter entre beaucoup d'autres titres que celui-là. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Bon, toujours est-il que le film repose sur une histoire vraie. C'est celle de Tommaso Buscetta, qui était un des parrains de la mafia, enfin tout au moins des membres de la Cosa Nostra, qui a fui son pays pour se cacher au Brésil, pendant que la guerre des différentes branches de la mafia se fait rage en Italie, et sa famille est massacrée. Buscetta est arrêté par la police brésilienne, il est extradé en Italie, et alors il accepte de rencontrer le juge Falcone, et il accepte de déposer contre les membres de la mafia, et il les fait tomber. Vous savez que c'est ce fameux procès qui a eu lieu à Palerme et qui a fait, je dirais, la une des journaux pendant très longtemps, puisqu'il y a eu 200 membres très importants de la mafia qui ont été traînés en justice. Alors, ce qui est intéressant, c'est la manière dont, comment dire, Bellocchio aborde le Buscetta. Il insiste sur le fait que Buscetta n'est pas un repenti. Buscetta ne donne pas toutes les informations dont il dispose. Buscetta dénonce les membres de la Cosa Nostra pour deux raisons. C'est parce que les traîtres, ce n'est pas lui, ce sont eux, puisqu'ils ont trahi leur parole, qu'ils ont massacré sa famille et qu'ils ont fait preuve de duplicité. Or, vous savez que la Cosa Nostra, notre cause, justement, repose sur le lien de fidélité qu'il y a entre les membres. Donc, Buscetta dénonce parce que les traîtres, selon lui, ce sont les autres. Et d'autre part, il dénonce parce que, bien entendu, il veut protéger ce qui reste des membres de sa famille, et aussi parce qu'il a senti chez le juge Falcone un homme digne de confiance. En d'autres termes, il noue avec Falcone un lien de confiance qu'il a perdu avec les membres de la Cosa Nostra. Et ça, c'est assez extraordinaire. Et de ce fait, si vous voulez, Bellocchio dit l'un des thèmes principaux du film, c'est que Buscetta veut protéger et sauver sa famille. Il n'est pas un converti, il parle parce qu'il estime beaucoup un juge, il sent qu'il faut avoir avec lui une relation sincère et collabore, sans tout dire, afin de faire condamner un grand nombre de membres de la mafia. La famille, une fois encore, et vous voyez, la boucle est bouclée, la notion de famille, elle est toujours là. N'oubliez pas qu'au début de mon exposé, je vous ai dit la famille protégée et évidemment affermir. Donc, à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est que je vais demander à Joël de mettre l'image suivante, c'est qu'il y a ici une part de grotesque et de théâtralité, parce que vous voyez la cage en verre dans laquelle Buscetta est enfermé pour faire sa déposition, on avait peur qu'il ne fût assassiné. Alors, pourquoi je vous montre cette photo du film? Parce qu'une anecdote a été racontée par Bellocchio en 2019 à Lyon, et je vous la livre telle quelle. Bellocchio a tourné dans les lieux mêmes du bunker où a eu lieu le vrai procès. Or, il lui fallait des figurants.
Et parmi ces figurants, il y avait une centaine d'entre eux qui faisaient partie de la mafia et qui étaient parfaitement au fait des us et coutumes des Siciliens. Alors le problème, c'est que d'une part, Bellocchio a voulu que la séance de procès fût filmée comme une séance de comédie absolument ridicule, avec une exagération des gestes. Et c'est ce qui est très intéressant, c'est que si les gestes et les mimiques sont très amplifiés, toutes les répliques et toutes les dépositions qui sont mentionnées dans le film sont tirées des minutes même des procès. C'est-à-dire que les propos sont vrais, mais le jeu des acteurs est amplifié. Vous voyez. Et d'autre part, le problème pour Bellocchio, c'est qu'il a fallu faire en sorte que les figurants puissent entrer dans le bunker. Or, normalement, il fallait que ceci est un quartier vierge pour pouvoir entrer dans le bunker. Alors, le commentaire de Bellocchio a été un peu plus lapidaire, il a fallu s'arranger. Il n'en a pas dit plus, donc vous voyez que c'est assez amusant, c'est que ce qu'il laissait entendre par là, avec beaucoup d'humour, c'est que les dérives mafieuses, elles continuent, et que si on veut faire un film sur la mafia, ben, ma foi, il faut peut-être, hélas, de temps en temps, en passer encore par là. Ça fait un peu froid dans le dos, mais ça, c'est moi qui le dis. Lui, il a pris ça avec beaucoup de détachement, si vous voulez. Et puis, c'était des petits mafieux, sans doute. Enfin, je suppose, je ne sais pas. Voilà. Donc, avec la diapositive numéro 20, merci Joël, nous en revenons avec le traître à la notion de famille. Et regardez, une des autres affiches du traître est assez emblématique puisque nous voyons ici l'acteur principal, Pier Francesco Favino, qui est extraordinaire dans le traître, comme d'ailleurs sont extraordinaires tous les acteurs dirigés par Bellocchio. Il est filmé ici, au milieu d'une fête familiale, comme vous avez un photogramme en bas. Alors, bien entendu, cela fait référence au parrain, mais si vous voyez le film, vous avez l'impression d'étouffer dans la grande demeure, comme dans les autres films de Bellocchio. L'éclairage est très sombre, et là, vous voyez que l'espace est encore, une fois encore, réduit à un huis clos. Alors, un film qui, je dirais, est assez particulier, qui a été présenté à la quinzaine des réalisateurs, Fait de beaux rêves, avec Bérénice Bejo, qui est assez lumineuse dans le film. Le personnage incarné par Valerio Mastandrea est un journaliste qui vit à côté de sa vie, il a une quarantaine d'années. Il est incapable de s'attacher amoureusement parce que il est toujours dans le regret de sa mère qui est morte alors qu'il était tout jeune. Et le mensonge a fait, bien entendu, la légende familiale, le récit familial, comme on dirait, a fait qu'on a laissé croire que la mère était morte de maladie ou d'accident, alors qu'en fait, tout simplement, elle s'est suicidée. Et il ne le comprendra que bien tardivement, et ce n'est qu'à 40 ans qu'il va pouvoir commencer à guérir, grâce justement au médecin qu'incarne Bérénice Bejo. Et vous voyez que c'est véritablement la question, famille, je vous hais, et en même temps, famille, je ne peux pas me passer de vous. C'est un film finalement qui porte sur la notion de reconstruction. Voilà. Alors, avant de refermer notre rapide exposé sur Bellocchio, je vais demander à Joël de nous montrer l'image 21. Et je veux vous parler quand même des acteurs qui ont joué avec Bellocchio. Alors évidemment, Lou Castel, dont je vous ai parlé, Valeria Bruni Tedeschi, Maya Sansa, que vous voyez dans La Nourrice, mais Isabelle Huppert dans La Belle en Burmie, mais Marcello Mastroianni et Claudia Cardinal dans Henri IV, mais Sergio Castellitto et Sally Frey dans Le metteur en scène de mariage, dont je n'ai pas eu le temps de vous parler, mais qui est un film très très curieux et qui montre encore le poids de la société sur l'institution familiale et sur le fait qu'un mariage arrangé n'est rien d'autre qu'une funéraille. C'est une sorte de relecture du Guépard pour montrer tout ce que le Guépard a de funèbre en lui. Vous avez Le saut dans le vide avec Anouk Aimée et Michel Piccoli et Michele Placido qui intervient souvent dans les films de Bellocchio. Vous avez Béatrice Dalle dans La sorcière. Vous avez Gian Maria Volonté dans Viol en première page. Vous avez Michele Placido, Franco Nero, Miu Miu et Patrick Devers dans La marche triomphale, parmi d'autres, et Emmanuel Riva, etc. Et il faut savoir que Bellocchio, comme d'ailleurs beaucoup de cinéastes italiens, ont souvent recours à des acteurs français qui sont toujours ravis de tourner avec lui. La dernière en date, je vous le rappelle, c'est Bérénice Bejo. Donc, comment Bellocchio travaille-t-il avec les acteurs?
alors il a beaucoup d'amour pour les acteurs et il refuse de les diriger en leur faisant mal. Donc, vous voyez que la violence qui a accompagné la séquence crue dont je vous ai parlé dans Le Diable au corps ne correspond pas à la façon dont on pourrait croire que Bellocchio est quelqu'un qui maltraite ses acteurs. Il dénonce suffisamment les maltraitances sociétales et familiales pour lui-même être une brute. Et c'est un homme beaucoup trop fin et beaucoup trop policé pour se livrer de ce genre de choses. Il dit que il ne fait que 4 à 5, maximum 6 prises. Cela suffit. Il insiste sur le fait qu'il faut vraiment être patient avec les enfants parce qu'ils se fatiguent vite. C'est ce qu'il disait à propos du sourire de ma mère. Et que d'une façon générale, si vous voulez, je crois qu'il veut faire ressortir surtout qu'il aime les acteurs et qu'il n'hésite pas, à côté de personnages, je dirais, d'acteurs reconnus, il n'hésite pas à faire appel à des débutants comme il l'a fait avec Lou Castel. Voilà. Alors, cette fidélité à ces acteurs, ce goût des acteurs, se double d'une fidélité familiale, paradoxalement. J'ai demandé à Joël de nous montrer la diapositive 22. Je vous ai parlé tout à l'heure en vous montrant un photogramme de Vincere. Bien, voici un autre photogramme dans La Belle Endormie. Vous avez Maya Sansa qui jouait dans La Nourrice et dans La Belle Endormie, pardon, dans La Nourrice et dans Buongiorno Notte. Et vous avez ici Pier Giorgio Bellocchio qui joue dans La Nourrice, qui joue aussi dans, comment dire, d'autres films de Bellocchio. Je ne vais pas les citer, ça serait trop long, mais qui aussi parfois joue le rôle de producteur. Et il est présent, par exemple, dans Le Prince de Hombourg. Donc, tous ces éléments font que d'ailleurs, on voit le nom de Bellocchio, de la famille Bellocchio, au générique d'autres de ses films. Il a fait des documentaires dans lesquels des membres de sa famille interviennent. Et finalement, c'est quelqu'un qui arrive, maintenant qu'il a plus de 80 ans, à une série d'œuvres absolument magnifiques, à une forme de synthèse qui est à la fois une récapitulation, un creusement et une ouverture vers de nouveaux éléments, ce qui est la preuve à la fois d'une belle continuité et d'une grande intelligence. Regardez ces films, ces derniers films, La Nourrice, Le sourire de ma mère, que vous n'avez sans doute pas vu parce qu'il a eu une diffusion, je dirais, assez clandestine, Buongiorno Notte, Le metteur en scène de mariage, Vincere, Fait de beaux rêves, Le traître. C'est une palette qui finalement mélange les genres. Il va du mélodrame social qui évoque la lutte des classes dans l'Italie du début du XXe siècle, à l'épopée intime et à l'ascension mussolinienne. Il va ensuite au traumatisme d'un deuil mal compris. Il met en écho des problèmes personnels, des problèmes sociétaux, et à chaque fois, il nous montre tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, peut nous aliéner, tout en ne jugeant pas, tout en ne condamnant pas fermement les individus, même s'il met du doigt ce qui dysfonctionne au niveau des structures sociétales et politiques. Alors, à 82 ans, finalement, Bellocchio, pour moi, reste un cinéaste majeur. C'est certainement un des derniers grands cinéastes de sa génération. Pratiquement tous les autres sont morts et Nanni Moretti est plus jeune que lui. Tous ceux dont on a parlé les années précédentes ont quand même 10 ou 15 ans ou 20 ans de moins que lui. Et ce qui est dommage, c'est qu'il a été récompensé dans tous les festivals où ses films ont été présentés. D'ailleurs, tous ses films sont présentés dans des festivals, mais il a été un peu ignoré par le Festival de Cannes, même si Anouk Aimée et Michel Piccoli y ont remporté, je vous le rappelle, un double prix d'interprétation pour Le saut dans le vide. Alors, sur quoi travaille actuellement Marco Bellocchio? Eh bien, il travaille sur un documentaire sur le suicide mal élucidé de son frère jumeau. Et donc, vous voyez qu'il n'a pas fini de creuser ce qui fait ses préoccupations intimes. Mais je n'ai fait qu'aborder, je dirais, la richesse de son œuvre et, je dirais, l'immense culture de cet homme qui mérite, je dirais, beaucoup de considération. Et voilà, merci. Vous voyez qu'ici, vous avez une photo de Bellocchio avec l'interprète principal du Traître. Alors, en haut à droite, c'est une photo qui a été prise au Festival de Cannes. En bas à gauche,
C'est une photo que j'ai prise à l'avant-première du Traître quand il a été projeté au Festival Lumière de Lyon en 2019, donc, puisque le film est sorti seulement en octobre. Merci Joël d'avoir montré cette image. Et la dernière, évidemment, la toute dernière, c'est, voilà, je vous répète donc qu'il est en train de préparer un documentaire sur son frère jumeau, et j'ajoute, ça j'ai oublié de vous le signaler, qu'il travaille aussi sur une série télévisée sur l'assassinat d'Aldo Moro, et peut-être aussi un drame qui se passe en Italie du 19e siècle. Ça, ce sont des informations qui remontent à mai 2020. Vous voyez qu'il n'a pas fini de travailler et il a encore bon pied, bon oeil. Alors, la dernière image, j'ai hésité avant de vous la mettre, mais je me suis dit que c'était bien. C'était la dernière image. Merci, Joël. Vous voyez Lou Castel en train d'éclater de rire à côté du cercueil de sa mère et sa sœur à côté de lui qui lui jette un regard à la fois étonné et complice. Et c'est le moment où il saute par-dessus le cercueil de sa mère. Vous comprenez que cette image-là, en 1965, ait pu quand même choquer la société italienne et même, je vous le rappelle, Louise Buñuel. Bon, j'espère vous avoir donné le goût de découvrir ou de redécouvrir ce cinéaste qui mérite vraiment beaucoup d'estime. Voilà. Je vous remercie d'avoir passé autant de temps avec moi. Il y avait vraiment beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup. Voilà. Ce qui est frustrant, c'est qu'on n'ait pas pu voir les extraits que j'avais préparés pour vous. Un jour peut-être, qui sait. Voilà. En tous les cas, un grand merci à vous, un grand merci à ceux qui m'ont envoyé un mot, mais à qui je ne peux pas répondre. Je ne sais pas pourquoi, j'arrive jamais à répondre depuis mon ordinateur. Et puis un grand merci à Julie, à Joël et à la médiathèque. Voilà. Merci beaucoup Bruno, et merci à tous d'avoir participé. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir. Bonne journée.